Les balances sont une espèce en voie de disparition et les balances prennent aussi des coups. Mais qui sont-elles? Une balance est toute personne qui fournit des informations aux autorités, des coopérateurs, des informateurs et parfois même des victimes qui ont signalé leurs propres agressions. Pour les motards hors la loi qui balancent, c'est pire. Lorsqu'un membre des Hells Angels, des Mongols ou des Bandidos retourne sa veste, il trahit une fraternité. Et cette fraternité a des membres partout. En prison, les motards qui balancent font face à l'isolement, à la violence et à la mort. Voici l'histoire de ce qui arrive aux motards qui balancent derrière les barreaux. En prison, les balances subissent le même sort. Isolement social, insultes criées à travers les barreaux des cellules, menaces écrites sur les murs des toilettes, violences physiques pouvant mener à la mort. Mais pour les motards hors la loi qui balancent, c'est exponentiellement pire. Ils violentent un code imposé par des décennies de violence extrême. Ils témoignent contre des hommes qui considèrent la coopération comme le péché ultime. Des hommes à longue mémoire. Des hommes ayant des frères dans chaque grande prison des États-Unis. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Pendant des décennies, dans l'un des systèmes pénitentiaires les plus tristement célèbres d'Amérique, les balances n'étaient pas du tout des parias. Elles étaient les détenus les plus puissants de l'établissement. Ils portaient des vêtements spéciaux, portaient des armes ouvertement, contrôlaient des blocs entiers, buvaient du café avec les capitaines de prison, réglaient les conflits, punissaient ceux qui enfreignaient les règles. Ils bénéficiaient de privilèges dont les détenus ordinaires ne pouvaient que rêver. Ce n'était pas caché, ce n'était pas clandestin. C'était une politique officielle, un système qui a fonctionné pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il s'effondre dans une explosion de violence qui a changé à jamais le système carcéral américain. Johnson Unit, 1981. C'est en 1981 que des chercheurs dirigés par James Markar ont mené une étude de 19 mois à l'intérieur de la Johnson Unit, une prison de haute sécurité dans le Texas rural. L'un des chercheurs a même travaillé comme gardien. Ce qu'il a documenté a été publié dans le British Journal of Criminology. Les conclusions ont révélé quelque chose de choquant. Johnson abritait 3200 délinquants violents avec seulement 240 gardiens à l'époque. Un gardien pour 13 détenus. Mais la prison disposait d'un réseau officiel d'informateurs détenus qui agissaient comme des gardiens de substitution. Ils étaient appelés building tenders et turnkeys. Et ils n'étaient pas des parias faibles cachés en détention protégée. C'étaient les détenus les plus agressifs, les plus redoutés et les plus respectés de l'établissement. Des meurtriers, des braqueurs armés, des tueurs à gages. Parmi les 18 principaux building tenders, 5 purgeaient une peine pour meurtre, 8 pour vol à main armée. L'un était décrit comme un exécuteur et tueur à contrat. Peine moyenne, 32 ans. Ces hommes dénonçaient ouvertement les autres détenus. Ils circulaient librement dans les couloirs, portaient des armes dissimulées, buvaient du café avec les capitaines de prison dans le bureau du major. Ils contrôlaient des blocs entiers. Le personnel appelait les blocs par leur nom. Le tank de Watson, le bloc de Robinson. Au total, environ 360 détenus, soit 11% de la population, travaillaient comme informateurs officiels. Il n'y avait aucune dissimulation, aucun secret. Les building tenders signalaient les méfaits des autres détenus aux gardiens devant tout le monde. Lorsque les gardiens fouillaient une cellule, le détenu suspect savait exactement qui les avait dénoncés. Mais ces informateurs n'étaient pas stigmatisés. Ils n'étaient ni battus ni isolés. Au contraire, ils étaient récompensés. Mais le plus choquant, ce sont les récompenses qu'ils recevaient. Les privilèges et le prix. L'étude de Markar a documenté les nombreux privilèges que les building tenders recevaient en échange de leur coopération. Ils portaient massés des vêtements spécialement repassés, propres, impeccables, professionnels. Alors que les détenus ordinaires portaient des blouses blanches mal ajustées, les BT portaient des vestes matelassées vertes distinctives. Les portes de leurs cellules restaient déverrouillées. Ils se déplaçaient librement dans leurs blocs jour et nuit. Les détenus ordinaires restaient enfermés sauf pour le travail,
les repas et les loisirs. Les gardiens savaient, les gardiens approuvaient. Dans une prison où la possession d'armes signifiait l'isolement pour les détenus ordinaires, les BT se promenaient armés. Certains BT devenaient si loyaux qu'ils déclaraient ouvertement qu'ils tueraient un autre détenu si leur officier le leur ordonnait. En raison de leur position et de leurs privilèges, les BT étaient craints, détestés, enviés et respectés. Ils vivaient confortablement, tandis que les détenus ordinaires souffraient. Ce qu'ils signalaient, mais les privilèges s'accompagnaient d'attentes. Les BT devaient fournir des renseignements. Ils ne signalaient pas tout. Ils filtraient soigneusement les informations. Ils ne transmettaient au personnel que les menaces sérieuses. Ils géraient eux-mêmes les infractions mineures. Plaintes pour bruit, petits vols, conflits mineurs. Mais ils signalaient immédiatement les menaces majeures. Plans d'évasion, armes, trafic de drogue, coercition sexuelle, violence. C'est ainsi que le système fonctionnait. Les BT collectèrent des informations. Le personnel agissait en conséquence. Les problèmes étaient résolus avant de dégénérer. La réalité moderne des balances. Le système des building tenders s'est effondré au début des années 1980. Les tribunaux fédéraux ont ordonné au Texas de le démanteler complètement, d'embaucher plus de gardiens, de mettre fin au contrôle des détenus. Lorsque les BT ont été supprimés, le code traditionnel des détenus est revenu. Mais la définition de la délation s'était élargie, dangereusement. George T. Wilkerson en a été témoin direct. Détenu dans le couloir de la mort à Central Prison, à Raleigh, en Caroline du Nord, il a été condamné pour 2 chefs de meurtre au premier degré en 2006. Il avait passé des années à naviguer dans ce code. Un jour, son ami Kobe a agressé un autre détenu, nommé Chris, pour avoir changé la chaîne de télévision sans permission. Il lui a cassé les dents. Quand Kobe est revenu de l'isolement, les gardiens avaient déplacé Chris dans un autre bloc. Kobe s'est plaint. « Cette salope m'a balancé !» Wilkerson était confus. Chris était la victime. Il avait été agressé pour avoir changé une chaîne. La réponse de Kobe a été immédiate. Balancer, c'est informer sur quelqu'un. Point. Si tu mets quelqu'un dans le pétrin, c'est de la délation. Les autres détenus ont acquiescé. Cette étiquette a suivi Chris pendant toute sa peine. La délation indirecte. Wilkerson a été témoin d'un autre incident. Un guetteur, lors d'une bagarre dans une cellule, regardait nerveusement entre un poste de garde et la cellule. Son langage corporel a alerté les gardiens. Ils ont fait irruption dans la cellule. D'autres détenus l'ont accusé de délation indirecte. Le guetteur a immédiatement giflé son accusateur. Fort. L'étiquette a disparu. Wilkerson a compris la leçon. Ta réputation, ton visage, est ton billet d'entrée. Peu de choses ici poussent un homme à se battre plus vite ou détruisent son nom plus efficacement qu'une étiquette de balance. La seule façon de supprimer cette étiquette était la violence. 2 systèmes, même objectif. Le système des building tenders était officiel, autorisé, structuré. Les BT informaient ouvertement avec l'approbation du personnel. Le code moderne était chaotique, contradictoire, impossible à naviguer. Les balances étaient traquées, isolées et tuées. Mais les 2 systèmes servaient le même objectif. Le contrôle par la peur, le contrôle par la violence, le contrôle par la menace constante de l'étiquette de balance. La seule différence, qui détenait le pouvoir. La différence des motards. Pour les détenus ordinaires, le code des balances est brutal et inévitable. Pour les motards, hors la loi qui coopèrent avec les forces de l'ordre, c'est exponentiellement pire. Ils font face aux 2 codes simultanément. Le code carcéral les qualifie de balance. Le code du club les qualifie de traîtres. Et les 2 exigent la même sanction, la mort. Lorsqu'un membre des Hells Angels, des Mongols ou des Bandidos retourne sa veste, il ne brise pas seulement le code des détenus. Il viole une fraternité qui s'étend sur des décennies. Un club avec des chapitres dans les prisons à travers l'Amérique.
Un réseau de gangs affiliés et de clubs de soutien dans chaque grand établissement. Il trahit des hommes qu'il appelait frères, qui lui faisaient confiance de leur vie, avec qui il a commis des crimes, qui dépendaient de sa loyauté absolue. Son témoignage ne met pas seulement quelqu'un dans le pétrin, il détruit des chapitres entiers, ruine des familles, envoie des frères derrière les barreaux à vie. Et ces frères ont des contacts à l'intérieur. Qui attendent? Ce qui arrive aux motards qui balancent le réseau à l'intérieur. Pour comprendre comment l'exécution se produit, il faut comprendre le réseau. Les clubs de motards hors la loi ne disparaissent pas lorsque leurs membres vont en prison. Ils maintiennent une présence, une structure, une chaîne de commandement. Les Hells Angels ont des membres dans des prisons fédérales à travers les États-Unis. USP Victorville, USP Coleman, USP Leavenworth, FCI Phoenix. Des dizaines d'établissements. Les Mongols ont des membres répartis dans le système fédéral et dans les prisons d'État en Californie, au Nevada, en Arizona et au Texas. Les Bandidos maintiennent une forte présence dans les prisons d'État du Texas et dans des établissements fédéraux, en Oklahoma, au Kansas et au Colorado. Mais il ne s'agit pas seulement de membres à part entière. Les clubs de soutien étendent davantage le réseau. Les Red Devils soutiennent les Hells Angels. Les Mongols ont le gang carcéral Mongol Brotherhood. Les Bandidos entretiennent des relations avec divers gangs de prison du Texas. Ce ne sont pas de simples affiliations, ce sont des extensions organisées de l'autorité du club derrière les barreaux. Lorsqu'un témoin coopérant entre dans le système, ce réseau s'active. L'information se propage, pas par des canaux officiels. L'endoctrinement de la fraternité. Pour comprendre pourquoi les réseaux de motards tractent les coopérateurs avec autant d'acharnement, il faut comprendre à quel point l'endoctrinement est profond. Chaque motard qui obtient son écusson passe par une période de probation. 6 mois à 2 ans en tant que prospect ou striker. Pendant cette période, ils subissent des abus brutaux. Tout cela pour tester leur dévotion au club. Les rituels d'initiation sont conçus pour les briser. Au moment où un membre obtient son écusson complet, il a été conditionné. Lorsqu'un membre coopère avec les forces de l'ordre, il ne viole pas simplement une règle. Il brise un lien forgé par l'humiliation, la violence et la soumission absolue. C'est pourquoi le réseau à l'intérieur s'active si rapidement, si efficacement, si violemment. Il n'applique pas seulement le code carcéral. Il venge une fraternité. La psychologie de la violence chez les motards. La violence à laquelle font face les coopérateurs motards est différente des attaques ordinaires contre les balances. Elle est enracinée dans une psychologie qui la rend plus imprévisible, plus brutale, plus permanente. Une étude de 2011 menée par Brandon Prenger et le Dr Greg Tuieu-Heter à l'Université du Central Missouri a examiné les troubles psychologiques présents chez les membres de gangs de motards hors la loi. Les résultats ont révélé des schémas expliquant la violence extrême à laquelle sont confrontés les coopérateurs. De nombreux motards souffrent de troubles de la personnalité antisociale. Le DSM-4 le définit comme un schéma de mépris des droits des autres, un refus de se conformer aux normes de la société, une capacité réduite à ressentir de l'empathie. Le plus critique, The World, FTW, est un écusson courant, pas seulement une phrase, une philosophie. L'étude a également identifié le trouble explosif intermittent comme courant chez les motards, hors la loi. De longues périodes de calme, puis des explosions soudaines et imprévisibles de violence extrême. En janvier 2007, un sergent d'armes d'un chapitre Outlaws du New Hampshire buvait dans le repère de son club. Un homme est entré en portant un t-shirt de soutien aux Hells Angels. Le sergent d'armes lui a dit de l'enlever. L'homme a refusé. Le sergent d'armes l'a abattu. Pour un t-shirt. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'application des règles. C'est la mentalité qui régit la culture des motards à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Pour les coopérateurs, cela crée une situation impossible. Ils ne font pas face à des individus rationnels qui calculent le risque et la récompense.
Des hommes sans empathie. Des hommes sans remords. Des hommes prêts à tuer pour un t-shirt. Imaginez ce qu'ils feront à quelqu'un qui a témoigné contre leur frère. Le système de vérification. Les détenus fédéraux ont développé des méthodes sophistiquées pour vérifier la coopération. La plus directe, PACER, le système Public Access to Court Electronic Records. Pour un faible coût, n'importe qui peut accéder aux documents judiciaires fédéraux. Accord de plaidoyer, mémoire de condamnation, transcription de procès. Les détenus ayant des contacts à l'extérieur, famille, amis, membres du club, demandent des recherches de documents spécifiques. En quelques jours, des copies imprimées arrivent par courrier, remises aux détenus, examinées par ceux qui doivent les voir. Mais PACER n'est pas la seule méthode. Certains détenus demandent leur propre dossier via des voies légales. Une fois obtenus, les documents circulent dans la population, copiés, distribués, analysés. Pour les affaires de MC, la vérification est encore plus simple. Le club tient des dossiers. Ils savent qui a témoigné, qui portait un micro, qui a donné des déclarations, qui a aidé à construire l'affaire Rico. Lorsqu'un coopérateur connu arrive, aucune enquête n'est nécessaire. Le verdict est déjà rendu. La protection n'est pas suffisante. Une fois vérifiée, la plupart des coopérateurs sont placés en détention protégée. Les autorités pénitentiaires séparent les détenus à haut risque dans des unités PC, hébergement séparé, contact limité avec la population générale. Pour certains coopérateurs, cela offre une sécurité. Ils vivent parmi d'autres informateurs, délinquants sexuels, anciens membres de gangs. Les stigmatisés, les vulnérables, les détestés. C'est un isolement, une punition sous un autre nom. Mais c'est la survie. Pour les coopérateurs motards, la protection n'est pas toujours suffisante. Premièrement, les unités PC ne sont pas à l'abri de la violence. Elles hébergent des détenus de gangs rivaux, de différents MC, de diverses organisations criminelles. Des tensions existent, des conflits surgissent, la violence éclate. En 2021, un ancien membre des Hells Angels en détention protégée à USP Lewisburg a été agressé par un ancien membre des Mongols, également en PC. Club différent, affaires différentes. Mais ils se sont reconnus. Le membre mongol a vu une opportunité. Gagner du respect auprès de son club en attaquant un coopérateur des Hells Angels. Même en détention protégée, même venant d'une organisation rivale. L'attaque a été brève, brutale. Les gardiens sont intervenus rapidement. Les deux détenus ont reçu du temps supplémentaire à l'isolement. Mais le message était clair, la protection ne garantit pas la sécurité. Deuxièmement, la protection implique des transferts constants. Lorsque des menaces apparaissent, les détenus sont déplacés. Différents établissements, différents États, différents niveaux de sécurité. Cela crée une instabilité. Pas de logement permanent, pas de routine stable. Impossible de s'adapter à la vie carcérale, aussi misérable soit-elle. Certains coopérateurs motards ont été transférés 10, 15, 20 fois au cours de leur peine. Toujours un pas devant les menaces. Toujours à regarder par-dessus leur épaule. Troisièmement, la détention protégée est psychologiquement dévastatrice. 23 heures d'enfermement, aucun programme, aucun travail, aucun loisir, aucun contact social en dehors de brèves interactions avec les gardiens. Les jours se confondant. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. L'isolement brise les individus. Dépression, anxiété, paranoïa, idées suicidaires. Certains coopérateurs demandent à quitter la protection, prêts à risquer la violence pour un contact humain, pour bouger, pour retrouver un semblant de normalité. Les autorités refusent généralement. Elles savent ce qui arrive lorsque des coopérateurs à haut profil retournent dans la population générale. La peine à vie au-delà de la peine même après leur libération, les coopérateurs motards subissent des conséquences. Le club n'oublie pas. La fraternité se souvient de la trahison. Le réseau s'étend au-delà des murs de la prison. Les anciens membres ayant coopéré vivent dans une peur constante. Ils changent de nom.
déménagent dans différents États, coupent les contacts avec leurs familles et leurs amis, évitent les bars de motards, les rassemblements, les événements. Certains entrent dans le programme de protection des témoins. Les marshals fédéraux leur fournissent de nouvelles identités, une aide à la relocalisation, un suivi continu. Mais la protection des témoins a ses limites. Elle ne peut pas empêcher tout contact, ne peut pas éliminer tous les risques, ne peut pas effacer le passé. En 2011, un ancien membre des Hells Angels, ayant témoigné dans plusieurs affaires fédérales, a été retrouvé mort dans le Kentucky. Il était sous protection des témoins depuis 6 ans, avait changé de nom, déménagé 3 fois. Quelqu'un l'a quand même retrouvé, abattu de 2 balles dans la tête. Une exécution. Les enquêtes ont suggéré que le club l'avait retrouvé via des contacts familiaux, en surveillant les réseaux sociaux de ses proches, en identifiant des schémas, en réduisant les zones possibles, puis en envoyant quelqu'un pour terminer le travail. Le meurtre a envoyé un message. La coopération a des conséquences permanentes. La mémoire du club est longue. Sa portée est large. Il n'y a pas de véritable échappatoire. La perspective du club. Du point de vue du club, la violence contre les coopérateurs n'est pas criminelle. C'est une justice. La fraternité repose sur une loyauté absolue. 3 peuvent garder un secret si 2 sont morts. Ce n'est pas seulement un dicton. C'est une sécurité opérationnelle. Lorsqu'un membre coopère, il ne trahit pas seulement des individus. Il trahit l'organisation, le mode de vie, le code qui a maintenu le club pendant des décennies. Il envoie des frères en prison, détruit des chapitres, expose des entreprises criminelles, endommage la réputation et le pouvoir du club. De ce point de vue, la violence est défensive, protectrice, nécessaire. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la dissuasion. Chaque coopérateur poignardé envoie un message aux informateurs potentiels. Et le club estime que ce message doit être envoyé, fort, violent, permanent. Parce que si la coopération reste impunie, l'organisation s'effondre. Plus personne ne fait confiance à personne. La fraternité disparaît. Le club meurt. Alors, ils appliquent le code avec une extrême rigueur. L'entreprise criminelle. Enjeux. Les enjeux ne sont pas seulement personnels, ils sont financiers. Les clubs de motards hors la loi ne sont pas de simples gangs de rue. Ce sont des entreprises criminelles sophistiquées générant des millions de dollars chaque année. Lorsqu'un membre coopère, il menace une opération de plusieurs millions de dollars. Un seul témoin coopérant dans une affaire RICO peut démanteler des chapitres entiers, exposer des réseaux de distribution, identifier des fournisseurs, relier des crimes entre différents États, saisir des millions d'actifs, mettre fin à des filières de drogue construites sur des décennies. Du point de vue du club, ce coopérateur n'est pas seulement une balance. C'est une menace existentielle pour l'organisation. C'est pourquoi la réponse est si organisée, si bien financée, si implacable. Ils ne punissent pas un seul homme. Ils envoient un message à chaque membre. Coopérer signifie mourir. La violence n'est pas de la vengeance, c'est une politique interne. La culture de la violence. La violence n'est pas accessoire dans la culture des motards. Elle en est le fondement. En 1969, les Rolling Stones ont engagé les Hells Angels pour assurer la sécurité d'un concert à Altamont Speedway, à Livermore, en Californie. Pendant le concert, un homme nommé Meredith Hunter aurait sorti une arme contre un membre des Hells Angels. Un autre membre l'a poignardé à mort, devant des milliers de témoins. Le meurtre a été filmé. Le membre des Hells Angels a été inculpé de meurtre. Il a été acquitté. Le club s'est mobilisé pour lui, l'a protégé, l'a célébré. Voilà la culture dont viennent les coopérateurs. Une culture où la violence est justifiée, où tuer est défendu, où le club passe toujours en premier. William Quinn, un agent infiltré de l'ATF qui a infiltré les Mongols, a décrit la mentalité. Rien ne rendait les Mongols plus heureux que la musique forte et une bonne réserve de bière, sauf peut-être tabasser un ennemi. La violence n'est pas un dernier recours. C'est un divertissement, un lien, une identité. Et lorsqu'un membre coopère, il devient l'ennemi. Le facteur d'intimidation des témoins.
Le code anti-balance ne régit pas seulement les membres du club. Il s'étend aux civils et aux témoins. Dans plusieurs incidents documentés impliquant des motards hors la loi, des témoins ont été ouvertement menacés de représailles. Résultat, pas un seul n'a témoigné. Les affaires se sont effondrées. Non pas faute de preuves, mais par peur. Ce schéma se répète depuis des décennies. Des témoins voient des crimes. Les gardiens documentent des incidents. La surveillance capture des images. Mais les affaires échouent lorsque les témoins refusent de parler. Propriétaires de restaurants, clients de bars, passants, même les victimes refusent parfois de témoigner, parce qu'ils ont vu ce qui arrive aux balances. Lorsqu'un coopérateur motard entre en prison, cette réalité se multiplie. Il ne viole pas seulement les règles du club. Il brise un code qui a terrorisé des communautés entières pendant des générations. Un code qui a fait échouer des centaines d'affaires criminelles uniquement par la peur. Un code que tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur, sait être appliqué avec une violence extrême. Le choix impossible. Les procureurs fédéraux proposent des accords aux membres de MC, risquant des décennies de prison. Coopérer, témoigner, fournir des informations, porter un micro, construire le dossier RICO. En échange, des peines réduites. 10 ans au lieu de la perpétuité, 15 ans au lieu de 30. Probation au lieu de prison. Certains membres acceptent. Ils pensent à leur famille, à leurs enfants qui grandissent sans eux, à la possibilité de mourir derrière les barreaux. Ils choisissent de coopérer. Mais ce choix a un prix qu'ils ne peuvent pas pleinement comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Ils voient cela comme une simple transaction. Témoignage contre réduction de peine. Mais ils ne demandent pas simplement de briser une règle. Ils demandent de trahir une identité. Dès le moment où un prospect commence sa probation, l'endoctrinement commence. 6 mois à 2 ans de bizutage brutal, abus physiques, humiliation sexuelle, torture psychologique. Tout cela pour détruire l'individu, le reconstruire comme un frère. Au moment où il obtient son écusson complet, il a été conditionné à considérer le club comme la seule chose qui compte. Le code des rebelles MC l'exprime clairement. La fraternité est à 100% pour les membres du club. Tu sais qu'il y aura toujours un frère pour t'aider quand tu en as besoin. Cette fraternité est forgée par des traumatismes partagés, une violence partagée, des crimes partagés. Elle est renforcée par des devises « Dieu pardonne »,« les outlaws ». Non. Les balances sont une espèce en voie de disparition. Ce ne sont pas des menaces vides, ce sont des doctrines opérationnelles. Il entre en prison, non pas comme un détenu purgeant sa peine, mais comme un homme marqué, une cible, un traître, une balance. Il fait face à l'isolement, à la violence, à une peur constante, à la détention protégée, au transfert, à un tourment psychologique. Et lorsqu'il est enfin libéré, la menace ne disparaît pas. Elle le suit, le hante, le force à se cacher, à entrer dans la protection des témoins, à vivre en exil permanent de son ancienne vie. Certains coopérateurs, des années après le début de leur peine, expriment des regrets. Ils auraient préféré une peine plus longue. Rester loyaux, respecter le code. Au moins, disent-ils, ils auraient pu purger leur peine avec dignité, avec respect, avec fraternité. Au lieu de cela, ils vivent isolés, méprisés par les autres détenus, traqués par leurs anciens frères, coincés dans un état permanent de peur et de solitude. La peine réduite devient une peine à vie d'un autre type. Voilà ce qui arrive aux motards qui balancent. Une violence organisée et brutale de la part d'hommes qui les appelaient autrefois frères. La peine réduite devient une peine à vie, et la fraternité ne cesse jamais de les traquer.